Alors, comment se comporter face à un acheteur lorsqu'on est sur une visite? Lors des premières visites, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment se positionner face à quelqu'un qui est totalement inconnu, surtout que on a au bout d'un moment, dans ce processus-là, on a besoin de l'acheteur pour essayer de vendre son bien. Il y a eu un travail qui a été fait assez difficile parfois avec le vendeur en fonction de la relation de confiance que vous avez avec lui. Forcément, si vous n'avez pas dès le début sa confiance, il va falloir lui rentrer un petit peu plus dedans au début pour déjà négocier avec lui le prix, hein, je parle vraiment du vendeur, et une fois qu'on a réussi à rendre la chose un peu attractive, en fonction du fait que la personne nous ait écouté plus ou moins en fonction du prix du marché, on va avoir un certain comportement qui va être différent avec l'acheteur. Au niveau des acheteurs, on a plusieurs comportements qui soient, c'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, il faut vraiment les cadrer, c'est-à-dire que à aucun moment l'acheteur ne doit prendre le dessus psychologiquement sur vous. C'est-à-dire que dès la prise de rendez-vous au téléphone, vous devez avoir l'ascendant psychologique sur lui. Si vous voyez qu'il est un peu chaud, il faut être un peu plus chaud. Voilà, pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à garder les rênes vraiment du début à la fin. Et Dieu sait que c'est un processus qui est très long avec l'acheteur, parce que vous allez le voir plein de fois et constamment il va y avoir de la négociation. Si vous montrez entre guillemets un signe de faiblesse, la personne va se servir de cette faiblesse-là. Et c'est souvent le lien affectif qui permettra à cette personne vraiment de retourner la situation à son avantage. Faites attention à ça, mettez toujours un petit peu une distance, hein, il ne faut pas être froid non plus, mais ça à garder en tête malgré tout. Et donc, vis-à-vis de ça, il faut essayer de garder une certaine distance, faire un chaud-froid constamment, histoire de, malgré tout, garder une assise et un contrôle pour rester professionnel avec cette personne-là. Donc dès la préqualification avec l'acheteur au téléphone, vous devez avoir un maximum de renseignements. C'est-à-dire que la personne au téléphone, elle a vu le bien, vous avez fait des beaux textes, belles annonces, donc forcément le bien est attractif pour lui. Donc lui, il veut visiter, il veut visiter, il veut visiter. Il est chaud, il veut le voir. Allez, quand est-ce qu'on visite? On veut une date, on veut une date. Donc vous devez le calmer un petit peu et d'abord écouter, le renseigner un minimum, mais bien souvent quand la personne appelle, même si, bon, il y a des questions assez techniques, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est calme, etc. Voilà, donc ça peut être rédhibitoire, hein. Il faut renseigner les personnes dès le début sur ces questions, histoire de ne pas perdre du temps. On n'est pas là pour se promener, on n'est pas là pour ouvrir des portes, on est là pour faire des ventes. Nous, on ne dit pas on part en visite, on dit je pars en vente. Donc on était en agence, à nos collègues, on leur disait, dès qu'ils allaient faire visiter un bien, on leur disait allez, bonne vente. Voilà, on était là vraiment pour vendre. Ça, c'est psychologiquement, il faut le garder en tête. Donc dès le début, on doit savoir si déjà ça colle au niveau des caractéristiques. Si c'est une personne âgée, que c'est un bien qui est au 4e étage sans ascenseur, voilà, jamais de la vie, ça ne sert à rien, hein. Dès le bas des escaliers, elle va vous dire direct non, ça ne convient pas, et elle va vous reprocher de ne pas l'avoir préqualifié au téléphone. Donc il y a l'aspect déjà technique, et ensuite la personne va vouloir le visiter à tout prix. Donc vous devez avoir déjà bien sûr tous les renseignements sur l'acheteur. Alors c'est pas toujours facile, mais retenez que maintenant avec les lois de Tracfin, etc., vous devez normalement avoir une copie recto verso de la carte d'identité de la personne. On ne fait pas visiter un bien à un inconnu, hein, ne serait-ce que pour le vendeur. Bon, dans les faits, c'est pas toujours facile à réaliser parce que du coup, on se retrouve dans une position un petit peu de superviseur ou de voilà, on est plus sur un truc où on est affilié à du fisc ou à quelque chose de à un comptable plutôt qu'un véritable agent immobilier, un aspect vraiment commercial. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez l'appliquer ou pas. Personnellement, moi, je ne demande pas à chaque fois les cartes d'identité, mais bien évidemment, je demande au minimum le nom, le prénom et le mail. Voilà, très important. Si vous pouvez en savoir un petit peu plus sur le projet de la personne, c'est bien. Il y a différentes écoles, hein. Il y a des personnes qui sont très spontanées, qui arrivent vite à cerner les gens et leurs projets, c'est mon cas. Moi, je pose des questions jusqu'à visualiser vraiment le bien qu'ils ont en tête. J'y arrive. Et d'autres personnes qui sont plus au niveau de la rigueur, de la méthode et qui vont demander justement un maximum d'informations, qui feront faire des précales au téléphone qui vont être très longues. C'est le cas de mon associé par exemple. Bon, ça dépend un petit peu des profils de chacun. Mais en gros, vous devez avoir au minimum le nom, le prénom, le numéro de téléphone et le mail. Voilà, ça c'est vraiment un basique. Et au-delà de ça, quand la personne va vous demander des renseignements, moi j'inverse toujours. Je leur demande, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous pouvez me décrire le bien que vous cherchez? Comme ça, là, elle va vous expliquer, tac, tac, vous avez tous les critères, vous affinez un petit peu plus. Donc au niveau des critères de la personne,
c'est le nombre de pièces, hein, T3, T4, T5, maison, voilà, tu as compris. L'adresse, sur quel secteur vraiment la personne cherche, quel est vraiment son secteur de prédilection et pourquoi, ça c'est important. Bien souvent les gens se mettent une zone alors que avec leur budget, en vérité, il faudrait élargir un petit peu ou bien reconsidérer un petit peu les choix et demander ça fait combien de temps que vous cherchez. Ça, c'est très important. Si les personnes sont au début de recherche, c'est un peu les curieux. Eux, ils veulent visiter, visiter, visiter. Ils n'ont pas encore une idée du marché. C'est en visitant qu'elles se font une idée du marché. Vous n'êtes pas là pour créer une idée du marché à chaque personne, hein. Sinon, voilà, devenez guide touristique, ça sera plus rapide. Non, nous, on est là pour faire des ventes. Donc, du coup, vous devez savoir sur la temporalité où les personnes se trouvent. Si ça fait 6 mois, 1 an qu'elle cherche et que là, elle te dit au téléphone que c'est absolument ça que je veux, bon, très bien, là, il y a plus de chances que le contact devienne chaud et que ça devienne une vente. Tout ça, c'est au téléphone, hein, c'est bien avant la visite. Ensuite, au niveau du financement, pareil. Si toi, tu as placé le bien à, je sais pas moi, 420 000 euros et que la personne vous dit au téléphone, moi j'ai un budget de 400 et pas plus, si votre bien est selon vous au prix et qu'il y a des fortes chances qu'il parte au prix, ça ne sert à rien de visiter avec cette personne. Vous allez lui dire, bon, écoutez, vous n'avez pas le budget pour ce bien. Voilà, certaines personnes se disent qu'il y a la négociation. Vous, en tant que professionnel, vous devez savoir si c'est le cas ou pas. Bien évidemment, si vous pensez que le bien est surévalué par rapport au prix du marché, là, vous allez faire la visite quand même. Mais tout cela pour vous expliquer que moi, justement, je pose toutes ces questions. Alors, c'est des questions techniques, hein, traditionnelles. Hein, l'environnement, est-ce que les personnes veulent des travaux, est-ce que... Moi, voilà, j'ai quelques questions clés qui me viennent naturellement en tête, qui me permettent de cerner le profil de la personne. Il y a différents profils de personnes qui existent. L'investisseur, le marchand de biens, l'investisseur du dimanche, l'habitation, mais l'habitation raison, est-ce que c'est l'habitation coup de cœur? Est-ce que c'est un couple, pardon, est-ce que c'est un couple avec enfants? Est-ce que c'est un couple qui projette de faire encore des enfants? Est-ce que c'est un couple avec une, je sais pas moi, leur maman plus âgée qui a besoin d'une dépendance dans la maison? Tout ça, c'est des questions assez importantes pour visualiser si déjà ça correspond. Si ça correspond, ok, rendez-vous sur la visite, aucun problème. Mais ne partez jamais en visite, et ça c'est une erreur que font tous les débutants. C'est-à-dire qu'il y a un bien, par exemple, quand on est en zone non tendue, on est content que les gens nous appellent au téléphone. Ok, on veut une visite, allez, c'est tel jour à telle heure. Ok. Non, là, le temps que vous allez gagner, dans l'euphorie, déjà dans l'euphorie, dans l'émotion, on fait un peu n'importe quoi et on oublie des questions clés qui pourraient vérifier si le bien, les attentes de la personne collent ou pas, parce qu'on ne peut pas être mordant après derrière en négociation. Vous avez beau être le meilleur négociateur du monde, vous n'avez pas pouvoir négocier avec un acheteur si le bien ne correspond pas. Pardon, si le bien ne correspond pas à ses recherches, hein, il ne va pas vous l'acheter un bien à 500 000 euros pour vous faire plaisir, hein, ou même si c'est un bien à 200 000 euros, comprenez bien qu'ils ne vont pas l'acheter pour vos beaux yeux, entre guillemets. Donc c'est très important vraiment de voir si dans le filtre, dans l'entonnoir des informations, déjà ça correspond. Si ça correspond, on valide le financement déjà au téléphone, hein, c'est déjà mieux. On vérifie que voilà, la personne est sérieuse, etc. Hein, et voilà, pour l'intérêt du vendeur, on ne va pas amener n'importe qui chez lui. Et si ça colle, là, ok, on donne rendez-vous à cette personne. Ensuite, soit on est en mandat simple, soit on est en mandat exclusif. Mandat simple, on est un peu plus réticent, on va donner plutôt un rendez-vous pas tout à fait en bas de l'immeuble, un petit peu à côté. Attention, hein, moi je me suis fait avoir plein de fois au téléphone. Parfois, on est assailli d'appels et on perd un petit peu la raison dans le process et parfois on donne l'adresse au téléphone. Les gens ne viennent jamais sur place. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller taper, ils vont retrouver le propriétaire directement par eux. Vous leur avez donné l'accès directement au bien. Ça peut être des confrères aussi, hein, méfiez-vous. Il y a des gens sournois. Voilà, pour essayer de rentrer des mandats à leur tour, ils vont essayer de savoir où c'est. Après, ils vont faire du tap-tap. Si c'est un immeuble, ils vont taper de partout. Si c'est une maison, c'est encore plus simple. Ils vont parler au voisinage. Ah oui, mais le voisin il vend. Ah bon, le voisin il vend. Ok. Je reviendrai demain. Voilà, ça c'est des techniques sur lesquelles il faut faire attention. En exclusivité, pas de problème. Hein, vous pouvez donner l'adresse, il n'y a aucun souci. Partez toujours en visite avec des bons de visite. Voilà, moi je suis quelqu'un qui n'est pas méthodique. Je ne le fais pas, mais je travaille quasiment qu'en exclusivité. Donc c'est moins grave. Mais le bon de visite, en fait, ça dissuade les gens de vous la faire à l'envers, dans le sens où normalement, ils ont, dans les 12 mois qui viennent, et même un petit peu au-delà, ils n'ont pas le droit de passer, le vendeur n'a pas le droit de conclure une affaire par le biais d'un contact qui a été amené par vous. Donc si vous avez amené la personne en visite, si vous l'avez préqualifié au téléphone,
Normalement, c'est une data entre guillemets qui vous appartient dans le sens où c'est votre travail qui a fait que la personne est venue entre guillemets avoir des informations sur le bien. Donc ça, c'est très important. Donc la préqualification au téléphone, c'est déjà le 3/4 du travail. C'est vraiment un entonnoir. On filtre, on filtre, on filtre. Si ça correspond, boum, on fixe une date. Maintenant, il faut avoir un petit peu de recul sur le bien qu'on a à vendre. Est-ce que c'est un bien où on a quand même besoin de faire de la visite parce que le vendeur a besoin d'être rassuré, ça lui montre qu'on travaille un petit peu le bien. Là, on va pouvoir lui faire un retour après chaque visite. Il n'y a rien de pire pour un vendeur de savoir qu'il a confié en exclusivité le bien à une agence et que pendant 3 semaines, il n'y a pas de visite. Vous allez peut-être vous sentez un petit peu merdeux, vous n'avez rien à lui dire, mais c'est parce que vous ne faites pas de visite sur le bien. Donc c'est important de faire des visites pour montrer que vous êtes un peu en train de travailler le bien malgré tout. Après, c'est à vous de voir également la relation de confiance, la relation de travail que vous avez avec votre vendeur. C'est à vous de cerner ça. En tout cas, vous devez toujours lui rendre des comptes. Il y a des biens qui sont extrêmement attractifs. Par exemple, une maison dans un secteur assez rare, etc. Là, vous allez être assailli d'appels. Alors, bien sûr, il faut qualifier tout le monde, essayer, mais vous allez vite comprendre qu'il y a des situations où ce n'est pas possible. Si vous habitez à Paris, si vous habitez même à Marseille, des maisons assez rares en centre-ville, vous allez recevoir 150 appels, et je n'exagère pas, hein, quand je dis 150, voilà, ça peut être 153 ou 147, mais en tout cas, c'est 150 appels dans la même journée. Voilà, donc toi, tu vas qualifier avec cette méthode peut-être les 20 premiers. Les 20 premiers, tu vas leur fixer des rendez-vous, et voilà, tu vas fixer 10 visites dans la première journée, mais tu ne vas pas pouvoir renseigner 200 personnes. Au bout d'un moment, c'est trop, tu vois, donc le but, c'est tu as deux stratégies. Soit tu étales ça dans le temps et tu te dis, voilà, je vais faire en 2-3 jours, allez, peut-être 10 visites par jour et je vais prendre les meilleurs dossiers. Mais au bout d'un moment, quand tu as 3 offres au prix au bout d'une heure avec des financements en béton, est-ce que ça vaut le coup de continuer les 2-3 jours qui viennent encore des visites? Je ne pense pas, ça va plus te mettre en difficulté qu'autre chose, et ça va te mettre dans une situation un peu compliquée. Tu vas devoir faire visiter alors que tu sais que le bien il est vendu. Je te déconseille ça. Sinon, tu as la journée portes ouvertes. Quand tu sens que ton bien est attractif, mais presque, mais pas tout à fait, dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que du coup, tu fixes des rendez-vous toutes les demi-heures, les gens se croisent. Ils n'aiment pas trop ça, hein. Et ils sentent directement, oh, ce bien il risque de me passer sous le nez. Et là, dans ce cas-là, ça t'aide quand les gens se croisent un petit peu. Bon, parfois, je faisais des visites avec 2 personnes qui arrivaient à une demi-heure d'écart, mes rendez-vous se décalaient, j'amenais les 2 avec moi. Et voilà, c'est un peu particulier, mais parfois ça marche bien, et même très bien, parce que il y a une certaine rivalité qui se fait entre les personnes, hein, il y a un peu d'ego malgré tout entre les acheteurs, chez l'être humain de manière générale, et les mettre en concurrence avec d'autres personnes, bien souvent, même si c'était des biens sur lesquels ils ne seraient pas positionnés, là ils vont te faire l'offre au prix direct, ne serait-ce que, c'est un concours de, hein, tu as compris, ne serait-ce que pour montrer que voilà, on est entre guillemets meilleur que l'autre personne. Bon, attention à ça, parce que des fois, voilà, le but, c'est pas que les personnes se rétractent dans le temps. Nous, on va avoir justement des gens béton qui ont des vrais coups de cœur pour le bien. Voilà. Et après, vous prenez les dossiers, vous regardez les financements. À chaque fois, les financements, vous envoyez le numéro à votre courtier préféré qui va les appeler, qui va vous dire oui, ceux-là, voilà, pas de problème, entre celui-là et celui-là, moi je te conseille celui-là, le financement il est en béton, j'ai X solutions pour eux, aucun problème, tu peux y aller les yeux fermés. Et après, au-delà, peut-être un peu d'affectif, hein, si jamais les vendeurs, hein, tu sens que c'est un profil, voilà, une maison un peu âgée, avec des petits jeunes, un couple avec un enfant, plein de vie, plein de bonne volonté, ça va un peu leur rappeler leur histoire à eux. Donc bon, voilà, ça c'est des arguments. Après, au-delà des financements, qui peut pencher dans la balance. Du moment que toi, ça ne te met pas en difficulté, que ça ne te met surtout pas en difficulté le vendeur, là, tu peux te permettre de faire fonctionner un petit peu l'affectif. Donc voilà. Alors après, il faut essayer également, moi je te le dis là parce qu'on est sur la vidéo, vraiment la prise de rendez-vous, il faut essayer entre guillemets de garder un cap. C'est-à-dire que c'est toi en tant que professionnel qui dois maintenir le cap. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acheteur qui décide. Ce n'est pas l'acheteur qui te dicte ses heures de rendez-vous. Sinon, tu vas te retrouver à faire des visites le samedi, le dimanche. Bon, moi je te dis ça, je travaille le samedi. Mais tu vois ce que je veux dire. Il faut essayer de garder une vie quand même de famille pour essayer de quand même maintenir un équilibre.
même si moi actuellement je n'ai pas d'enfant. Bon, tu as compris que moi les visites maintenant à 19h, 20h, 21h, c'est plus trop mon délire. Le soir, surtout quand il fait, voilà, quand il fait froid, etc. Et pareil le dimanche, je le fais exceptionnellement quand je sens que ça peut aboutir sur une vente, mais si je sens que la personne abuse, je n'hésite pas à lui dire non, j'ai pas de rendez-vous avant telle date. Ah bon, machin, vous êtes sûr de... Non, non, c'est à partir de telle date, de tel créneau à tel créneau. Je vous propose tel créneau, ah, vous pouvez pas, ben c'est 2 jours après sur ce créneau-là. Voilà, c'est à vous de maintenir vraiment un cap parce que sinon, vous n'allez plus avoir de vie et ça va vous mettre en difficulté. Vous pensez que vous faites bien de faire comme ça, mais en vérité, non, parce que après, c'est votre santé qui en pâtit et c'est votre santé également mentale. Et nous, on fait un travail qui est vraiment très psychologique et très mental. Et lorsque vous n'êtes pas bien dans votre peau, voilà, on donne. Et pour donner, il faut être entre guillemets rempli. Et donc il faut qu'on ait nous-mêmes de l'énergie pour pouvoir en donner aux autres. Sinon, entre guillemets, on se fait un peu violer entre guillemets pendant les visites, pendant les rendez-vous. Voilà, j'aime pas trop ce terme qui est un peu péjoratif, mais voilà, c'est une image qui peut, qui peut avoir son impact. Donc voilà, il faut maintenir ce lien et non pas. Et pour ça, il faut de l'énergie, il faut être voilà, en bonne santé. C'est important. Que te dire d'autre pendant les visites? Voilà, les visites sont très formelles. Normalement, si tu as bien fait le travail de préqualification, la personne a déjà toutes les informations. Donc, tu n'as pas besoin de faire l'agent immobilier à l'ancienne. Oui, tel truc, machin, truc en céramique, porte en truc, machin. Bon, des fois, il faut le faire. Les gens apprécient. Si tu sens que c'est des gens qui sont plus sur le coup de cœur, voilà, va pas faire l'inventaire des objets techniques en disant que c'est un cumulus plat, dernière technologie. Si tu sens que les gens sont pas assez réceptifs à ça, ça sert à rien de faire ton numéro non plus. Donc au bout d'un moment, si tu sens que les gens sont sur un petit nuage, un petit cocon, on ne va pas leur casser leur délire. Il faut les laisser dans l'état psychologique dans lequel ils sont et les laisser un petit peu rêver, hein. Au bout d'un moment, c'est comme quand toi tu vas dans une boutique de luxe. Voilà, si le vendeur il te casse les pieds, ben, toi voilà, tu vas sortir du côté coup de cœur pour retomber dans le côté raison en disant non, finalement je ne vais même pas lui acheter parce que c'est hors de prix déjà et si en plus il ne me laisse pas ma petite expérience à moi, voilà, ça ne sert à rien que j'aille sur du très haut de gamme, hein. C'est pareil dans un hôtel de luxe, on est aussi bien, si c'est juste pour dormir, on est aussi bien dans un Formule 1. Enfin, j'en sais rien, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Mais tu as compris l'image, voilà, ça c'est important. Donc il faut essayer de maintenir les gens un petit peu dans un bon mood, hein, dans un bon état d'esprit, parce que l'aspect psychologique est très important. Après, pendant une visite avec les acheteurs, il faut que tu arrives à repérer qui est le leader, si c'est monsieur ou si c'est madame. Il y en a toujours un qui décide entre les deux. Voilà, en fonction du côté culturel ou des régions ou des personnalités de chacun, ça peut être différent. Mais ça, c'est important parce que bien souvent, il y en a un qui, tu as l'impression qu'il est là au niveau de la stature, que c'est voilà, lui qui décide. Mais au final, madame, elle ne dit pas un mot, mais ce sera toujours elle qui a le dernier mot. Donc moi, j'essaie de mettre les deux dans la poche, ou en tout cas, si j'arrive pas à mettre les deux dans la poche parce que les personnalités sont très opposées, je repère le leader et je me mets le leader dans la poche. Voilà, l'autre, on s'en fiche un petit peu, entre guillemets. Voilà, ça c'est très important. Donc l'aspect psychologique, vraiment, de décrire et de toujours garder une bonne humeur et une bonne image avec l'acheteur. Donc tu dois être ferme malgré tout, mais moi j'avais tendance à être trop froid pendant les premières visites. Parfois c'est bien, ça impose un côté sérieux. Le côté sérieux, il vaut mieux le réserver avec le vendeur. L'acheteur, par contre, bon voilà, lui il a le chéquier entre les mains, il aime bien être respecté au minimum, hein, bien évidemment, il n'y a pas de raison de lui manquer de respect. Mais au-delà de ça, tu peux te le mettre dans la poche également, c'est bien. Tu vois, en fait, le processus de l'agent immobilier, il faut faire croire au vendeur qu'il a fait une bonne affaire et que tu es son ami, et il faut faire croire à l'acheteur qu'il a fait une bonne affaire et que tu es son ami. Moi, c'est ce que j'essaie de jongler du mieux possible entre les deux. Quand tu as les deux à côté de toi, parfois c'est un peu compliqué, mais au début, tu peux encore le faire. Donc, essaie de jouer vraiment là-dessus. Et l'acheteur, il faut être très ferme malgré tout, hein, parce que sinon, voilà, tu vas te retrouver à négocier pour lui et il va t'en faire baver. Et tu vas passer un mauvais moment pendant tout le process, hein, psychologiquement, tu vas être pas bien à ses côtés, etc. Donc il faut quand même garder une vraie assise, hein, professionnelle. Mais au-delà de ça, tu peux maintenir une bonne cordialité. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas pour cette vente, essaie de te le mettre dans la poche pour une prochaine vente. Parce qu'un acheteur est peut-être vendeur. Et ça, c'est important au niveau du financement. Est-ce que vous avez besoin de vendre pour acheter ce bien? Là, du coup, ce n'est pas la même. Ça peut devenir un client vraiment privilégié. Et tu peux t'occuper, moi, comme je l'ai fait dernièrement, à la fois
de vendre un bien et de t'occuper de la vente du bien de l'acheteur pour financer ce bien et au final de t'occuper également de l'acheteur qui achète ce bien, et à chaque fois si tu peux, ton courtier peut suivre tout l'ensemble du process parce que du coup c'est une cascade, des cascades un peu compliquées, hein. Il suffit qu'il y en ait un qui se casse la figure pour que tout le château de sable s'écroule, le domino, tu as compris. Dans ce cas-là, c'est encore plus important. Donc si tu peux suivre l'ensemble du process du début à la fin, c'est vraiment parfait, c'est idéal. Et les gens apprécieront ça. Vraiment, ils ont une très bonne image de la personne qui permet de réaliser tout l'ensemble d'un processus. Parce que là, tu as vraiment un côté très sérieux. Donc le bon agent immobilier, c'est celui qui laisse un maximum de cartes de visite. La carte de visite, c'est pas cher, il faut que tu en distribues. Voilà. Un bon agent immobilier, au début, il distribue, je sais pas moi, 50 cartes par mois, tu vois, au minimum. Très important, à n'importe qui, tu laisses ta carte, hop, tu essaies de faire un bon impact psychologique et tu laisses ta carte. Voilà, pensez à moi. Tu regardes bien les gens dans les yeux, très important, et tu essaies de ramener une cordialité. En vérité, en immobilier, on ne travaille pas les acheteurs, on travaille vraiment les vendeurs. Mais si tu peux laisser à penser à l'acheteur que tu es là pour suivre son projet, c'est-à-dire à la fin de la visite, une fois que tu as fait le point, bon, tu sens que la personne est réticente, tu as forcé, mais voilà, tu sens que ça ne va pas le faire. Tu le sens rapidement, hein, pendant les visites. Ça, au début, voilà, tu peux être un peu à côté de la plaque au début parce que tu es un peu trop mordant. Et ça, les acheteurs, ils n'aiment pas trop au bout d'un moment. Il faut mordre, mais pas mordre pour mordre. Hein, tu as compris? Il faut maintenir toujours un bon équilibre. Tu peux appuyer fort, mais derrière, hop, il faut essayer de relâcher la pression. Toujours essayer de maintenir un petit peu ce truc-là. Et là, dans ce cas-là, tu peux te permettre d'y aller. Mais si derrière, tu sais faire ton pont, très important. Et si tu sens que ça ne le fait pas, que tu as identifié pourquoi ça ne le faisait pas, et moi, parfois, c'était moi qui disais aux acheteurs, non, mais voilà, si vous cherchez ça, vous voyez qu'il y a ci et ça, donc ce n'est pas un bien qui est fait pour vous. Voilà, ça, ils apprécient, tu leur dis aussi. Parfois, ils sont très fonceurs, très enjoués, ça fait X temps qu'ils cherchent, ils se disent, oui, mais finalement, truc, non, si ça ne le fait pas, voilà. Si tu sens que ça ne va pas le faire, ça ne sert à rien d'insister. Si c'est pour qu'ils se rétractent dans 2-3 semaines après, tu auras perdu un mois et un temps immense et ton vendeur il va te tomber dessus comme c'est pas possible. Donc ça, non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux vraiment avoir quelque chose de solide. On veut des relations et des fondations solides avec tout le monde. Si tu sens qu'à la fin, c'est pas adapté, tu refais un point à la fin de la visite. Bon, dans l'idéal, alors bon voilà, si j'ai d'autres biens à vous proposer, qu'est-ce que ça serait? Et là, tu creuses. Tu avais déjà creusé au téléphone, mais tu recreuses en direct. Et là, comme ça, les gens, bon, ils ont visité un bien, ça ne leur correspondait pas, mais à la fin, ils se sont dit, ah ben voilà, là, tu vois, cet agent immobilier, il a été à mon écoute. Il a posé des questions, il a essayé de comprendre, il a compris il a essayé de nous comprendre. Il était à l'écoute. Le plus important, immobilier, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est vraiment l'écoute. C'est dans l'écoute que tu as les informations. Donc oui, on doit faire notre petit numéro, entre guillemets, bien que ce n'est pas indispensable en vérité, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Mais ça vient avec l'expérience et le recul, c'est avec ça que tu t'en apercevras. Mais au-delà de ça, c'est vraiment au niveau des informations. Et si tu passes ton temps à meubler une conversation, et que tu réfléchis à la question que tu vas poser juste après, tu ne seras pas à l'écoute en fait des réponses des personnes. Et c'est dans ces réponses des personnes-là que tu as toutes les informations qui vont te faire gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent dans l'immobilier. Donc voilà un peu la manière dont on doit se comporter pendant une visite. On doit malgré tout à la fin de cette visite-là faire penser à la personne que c'est un bien qui est attractif. Donc oui, c'est peut-être pas un bien qui est dans vos critères de recherche, mais c'est pas grave. Moi j'ai encore 3 visites juste après vous et dont une personne qui a un paiement comptant qui vient de telle ville, tu peux dire qu'il vient 3 heures de route et qui va le visiter. Donc voilà, moi je sais que c'est un bien qui a une certaine valeur et qui va se vendre assez rapidement. Et vous, qu'est-ce que vous recherchez? Voilà, donc là, tu montres que finalement, ça ne correspondait pas aux critères de la personne, mais tu revalorises ton bien et tu le projettes sur le futur, le projet de la future personne. Et si tu sens que ça a collé pendant la visite, hop, pas hésiter, pareil. Si tu ne veux pas trop insister pendant la visite, tu n'es pas obligé. Tu peux rappeler 2-3 jours après. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce bien? Ok, oui, mais parce que là, j'ai déjà eu une offre à temps. Voilà, donc j'avais vu qu'il y avait un petit intérêt de votre part, donc je me suis permis de vous rappeler avant de rappeler mon vendeur. Ça, voilà, ça va les réveiller direct. Il faut toujours les mettre dans un système un peu d'euphorie, leur montrer que non, c'est pas tac, on va attendre pendant 6 mois, on a le temps, machin truc. Là, les gens risquent de vous le reprocher. Si vous montrez pas à la personne que le bien est attractif alors qu'il l'est et que derrière ça leur passe sous le nez alors que vous n'avez pas prévenu qu'il y avait déjà des offres, qu'il y a déjà du mouvement sur le bien,
les gens vont vraiment vous le reprocher, hein. Ils risquent de vriller un peu, de péter les plombs. Donc il y a des personnes qui sont un peu longs à la détente, ceux-là, il ne faut pas hésiter à les secouer en leur disant, bon attention, moi je vois plein d'appartements qui passent sous le prix de mes clients, alors s'il y a un intérêt de votre part, là il faut se positionner maintenant. Au pire des cas, c'est pas grave, si ça ne vous plaît pas, vous vous rétractez, mais au moins vous avez posé une option sur le bien. Voilà, très important de leur rappeler ça. L'acheteur, dans tous les cas, au-delà de la promesse de vente du compromis, c'est-à-dire le jour où on se met d'accord, il a encore 10 jours de rétractation. Donc, entre guillemets, faire une offre, alors on ne fait pas une offre pour faire une offre, c'est quand même quelque chose qui a de l'impact, mais en vérité, ça va plus impacter le vendeur qui va être engagé s'il l'accepte que l'acheteur. L'acheteur, à tout moment, hop, sans justificatif, non, finalement, voilà, j'ai changé d'avis, etc. Alors, il faut repérer un peu les gens qui sont comme ça, il y en a qui sont très joueurs, qui vont te faire une offre à chaque fois, et ils se rétractent à chaque fois. Donc, ceux-là, on va essayer de les blacklister. Hein. Mais les autres, il ne faut pas hésiter parfois à leur pousser un tout petit peu la main. Il y a des gens, ils ont besoin d'être un petit peu poussés, c'est très important. C'est psychologique, c'est des gens qui raisonnent beaucoup, thèse, antithèse, j'en parle à mon père, à mon voisin, à mon truc, à ma copine, à mon copain du lycée, du truc, du machin. Au final, chacun a un avis différent et personne ne sait plus où il est. Il veut faire plaisir à tout le monde et lui, il est perdu. Donc il y en a qui ont besoin d'être un petit peu poussés. Bien souvent, le fait de les avoir engagés par écrit, même faire une offre plus basse, hein. Ton acheteur, tu lui fais faire une offre plus basse, déjà, si c'est la première offre qu'il formule de sa vie, déjà psychologiquement, il a fait un pas énorme. Et le jour où il y a un nouveau bien qui est vraiment intéressant, là, dans ce cas-là, c'est lui de lui-même, il va dire, allez, je vous fais une offre. Parce qu'il avait déjà fait une offre précédemment. Il a vu que ça ne l'engageait pas, ce n'était pas un contrat à vie, hein, c'est pas un mariage, c'est une lettre d'intention d'achat. Tu marques ton intention d'achat, tout simplement. C'est pas, tu t'engages pas à l'acheter le bien. Donc ça, il faut le rappeler aux acheteurs. Donc voilà, calmez-vous, vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant une semaine à poser le pour, le contre et le machin. À tout moment, dans tous les cas, vous pouvez changer d'avis, hein, vous inquiétez pas. Mais au moins, toi, tu as dans l'offre. Quitte à la présenter un petit peu plus tard à ton vendeur, mais au moins, tu as un élément tangible qui veut dire que, bah voilà, vous voyez, je vous l'avais estimé à tel prix, là on s'est positionné au-dessus, bon, j'ai une offre qui est relativement dans les prix d'estimation. Donc attention, ça à garder en tête, hein. Moi je veux bien garder, je fais le maximum pour le vendre au prix où on l'a mis, on est tous les deux conscients qu'on l'a mis au-dessus du prix du marché, mais malgré tout, vous voyez que dans la réalité des faits, c'était un peu ce que je vous avais dit, hein. On est plus dans les prix, donc voilà, les offres aussi de tes acheteurs te permettent de faire des précales avec ton vendeur. Toi, tu es un jongleur, hein, tu jongles avec tout ce que tu as et il faut que tu optimises les actions le mieux possible. C'est comme un puzzle, des puzzles d'actions que tu vas imbriquer les unes avec les autres. C'est pour ça que c'est un métier qui est passionnant, parce que tu as beaucoup de stratégies malgré tout qui vont être très psychologiques et tout ça, ça peut te permettre, toi, d'avancer. Alors, pas que toi uniquement, mais ton vendeur aussi. Les vendeurs, parfois, ils sont bloqués. Ils ont besoin que tu leur montres un petit peu par A plus B que la réalité, c'est ça. Et tu as besoin de tous les interlocuteurs pour ça. Tu as besoin du marché, tu as besoin de l'économie, tu as besoin des courtiers, tu as besoin des acheteurs. Voilà, le vendeur et les acheteurs, encore une fois, c'est un équilibre et toi, tu es au milieu et avec l'expérience que tu as, tu dois aider l'un et l'autre à concrétiser leur projet dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt de tout le monde, dans ton intérêt à toi, dans l'intérêt de l'acheteur, dans l'intérêt du vendeur. Voilà, c'est ton rôle. Et pour ça, ben, je t'ai essayé de te donner un maximum de stratégies pour que tu puisses ne pas perdre ton temps pendant les visites, être le plus efficace possible pendant les visites, parce qu'on n'est pas là pour faire des visites, on est là pour faire des ventes. Donc, essayer de se projeter toujours dans un processus de vente et non pas de visite, et de te servir de toute cette expérience, de ces petites évocations de faits qui composent mon expérience, pour toi te donner un maximum d'expérience, pour savoir un petit peu comment te comporter au mieux pendant cette visite. Donc voilà. Après, au-delà de ça, il faut faire preuve un petit peu de leadership et de charisme pour impacter les gens, pour que les gens se rappellent de toi. Pourquoi ? Parce que une action qui a mené ses fruits, qui a eu un impact positif, c'est le meilleur élément contaminateur auprès de n'importe qui. Voilà, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui tu vas faire. Moi, ça m'arrive des fois de faire une visite avec une personne et me dire, mais à l'époque, vous travailliez pour cette agence, je me rappelle votre visage. Et pendant toute la visite, les gens ils bloquent comme ça en te regardant. Et toi, tu te rappelles plus d'eux, toi, tu vois des centaines de personnes. Mais les gens se rappelaient de toi, tu vois. Et ah oui, mais à l'époque, vous m'avez fait visiter ça avec mon fils, on a eu un très bon feeling, etc. Tiens, comment vous allez, machin. Voilà, ça, c'est des petites anecdotes qui reviennent.
bien souvent qui sont anodines, mais qui au final composent la stature que tu devrais avoir en tant qu'agent immobilier. C'est ça qui va faire que dans le temps, au bout d'un moment, les contacts, ils viennent naturellement à toi. Parce que tu as tellement semé pendant toutes ces années que le business, il vient à toi sans que tu aies besoin de forcer les choses, sans que tu aies besoin d'en faire des tonnes, tout simplement. Et c'est là où tu es dans la meilleure position possible, puisque là, tu es assis, tu es en ancrage avec toi-même et tu n'as plus besoin de faire entre guillemets le mariole. Et voilà, tu es le vrai professionnel avec l'expérience et les gens viennent vers toi pour cela. Mais au début, c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaie de ratisser très large pour que tu aies un maximum d'éléments pour être à l'aise après sur le terrain. Donc je te donne rendez-vous à bientôt pour la prochaine vidéo.